Alors bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce webinaire Liberté d'expression au travail, un droit sous condition, donc co-animé même entre Great Place to Work et Littler France. Je suis Tiffaine Gallier, je suis directrice conseil chez Great Place to Work France. Donc nous sommes une structure qui faisons de l'audit et du conseil en qualité de vie au travail, expérience collaborateur et marque employeur. Et je suis avec Barbara. Barbara Mollet, enchantée. Je suis avocate associée au sein du cabinet Littler France, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail. Alors aujourd'hui, nous allons parler de différents sujets, notamment on va prendre un petit peu de recul puisque quand on parle de liberté d'expression, notamment sur le lieu de travail, eh bien forcément il y a un lien avec la considération de l'intime au travail. Et on va se demander si c'est un phénomène nouveau. Ensuite, on va aller dans le détail du cadre légal grâce à Barbara qui va nous expliquer ce qui est possible ou non de faire sur ce sujet. Et enfin, en troisième temps, c'est un peu notre rituel avec Barbara, c'est de vous demander vos pratiques, celles que vous mettez en place aujourd'hui, mais aussi celles que vous souhaiteriez mettre en place pour la suite. Et pour ce faire, nous utiliserons Klaxoon, qui est un outil de facilitation digitale. Alors, je rentre dans notre première partie sur l'intime au travail. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que ces sujets de liberté d'expression, finalement, on se dit, c'est vraiment spécifique à l'époque que nous vivons aujourd'hui? Eh bien, en fait, pas forcément. Vous voyez ma petite frise chronologique. En fait, c'est un enjeu qui dure depuis plus d'un siècle. En fait, sur donc l'ensemble de ces différentes phases temporelles, eh bien, il y a eu une relation vis-à-vis de l'intime des collaborateurs au travail qui a évolué. Si nous partons du départ, donc entre 1900 et 1920, eh bien, en fait, il y a une forte imbrication des vies professionnelles et personnelles dans un même espace et dans une même temporalité. C'est la seconde révolution industrielle. On a une évolution du cadre légal des travailleurs, notamment des grandes instances protectrices, et nous avons une mise à disposition de services qui touchent la vie privée, donc mise à disposition de la part de l'employeur. C'est un peu de ce moment-là qu'est tirée l'expression de management un peu paternaliste. C'est vraiment là, on a le médecin familial, on a les écoles, le théâtre, les bains, la piscine, tout ça proche des collaborateurs et proche de l'entreprise. Cela évolue puisque entre 1920 et 1968, il va y avoir des grandes réformes pour investir sa vie privée en dehors du travail, notamment les accords de Matignon qui vont instaurer les premières conventions collectives, les congés payés et qui réduisent la durée légale du travail. En fait, ça va permettre aux salariés, aux collaborateurs de se dire que c'est possible d'avoir des activités en dehors. Et aussi, en parallèle, il va avoir le développement de l'OST, donc l'Organisation scientifique du travail, c'est-à-dire qu'on va essayer de gagner en productivité et donc on va rationaliser les tâches, les diviser, les standardiser pour essayer vraiment de gagner en productivité. Et cette standardisation des tâches va aboutir aussi à une standardisation des travailleurs, c'est-à-dire peu importe que l'on soit le travailleur A ou B, on va faire les mêmes tâches. Donc, il y a ce côté rejet, en tout cas mise de côté, de l'individualité des travailleurs. Donc, on a cette frontière entre vie professionnelle et vie personnelle qui est arrivée ici. On arrive aux années 68, donc 1968-1990, on a une vraie affirmation des individualités. Encore sur l'étape temporelle précédente, on était sur le début de cette réflexion. Là, c'est vraiment assez fort, avec la remise en cause du plein emploi et aussi une vague d'émancipation qui va critiquer la figure managériale autoritaire. On va affirmer ses convictions, ses aspirations individuelles et on va aller rechercher un mode managérial plus démocratique, avec notamment les accords de Grenelle en 68 qui va renforcer l'exercice du droit syndical dans les entreprises. Nous continuons notre voyage avec 1990-2020, où là, ce n'est pas tant que l'on met on ne met pas pour le coup l'individualité de côté, mais on va commencer à la réintégrer, mais de manière un peu différente que dans les années, au début du XXe siècle. Là, ça va être vraiment l'idée de l'intégration des subjectivités individuelles, nos émotions, nos aspirations individuelles en tant que collaborateurs.
Et donc, ça va permettre, donc on va travailler sur l'employabilité du collaborateur, on va essayer de créer un management plus humaniste, où l'idée c'est de les faire grandir sur le plan personnel, professionnel, on va prendre en compte les soft skills et on va demander au manager d'avoir cette intelligence émotionnelle, cette posture de coach, c'est vraiment un vocable qu'on va beaucoup entendre à cette époque-là. Et ça parce qu'en fait, on a une flexibilisation du marché du travail, donc il faut bien qu'à titre individuel, on se développe. Donc, ce qui fait qu'on avait cette intégration au début de siècle. Ensuite, on met de côté et là, on réintègre, mais même encore plus qu'en début de siècle, puisqu'il y a ce côté vraiment très, très subjectif. Et nous arrivons en 2020, donc depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, sur une quête d'authenticité. C'est-à-dire qu'on a eu la crise sanitaire qui nous a impacté, qui a transformé les attentes vis-à-vis du travail sur les sujets de flexibilité, de sens au travail et d'équilibre des temps de vie. Et nous avons aussi une levée des tabous dans la société, notamment The Boson Project, donc qui est un autre cabinet de conseil confrère avec qui on a travaillé sur ce sujet, qui a introduit le concept d'extime et non plus d'intime uniquement. L'extime, c'est le désir de rendre visible certains traits personnels jusqu'alors considérés comme intimes, et notamment dans le cadre du travail. Et donc, ça va s'accompagner d'attentes plus fortes en termes d'adéquation aux valeurs et de possibilité d'être soi-même. Donc là, on est vraiment sur vraiment le bout du bout. On a tiré le fil de la subjectivité accrue à cause de cette crise sanitaire. Ce qui fait que là, nous arrivons aujourd'hui à un contexte dans lequel les salariés revendiquent de plus en plus leur singularité. Donc, ils affirment leur identité, leurs valeurs, leurs opinions, notamment dans l'espace professionnel. Et donc, cette attente en termes de reconnaissance, ça va aboutir à différentes choses. L'expression de leurs convictions sur des sujets sociétaux, notamment l'environnement, l'écologie, les enjeux d'inclusion et de diversité. On a aussi des demandes d'adaptation des conditions de travail à leurs préférences personnelles, notamment le télétravail, mais pas que. Et on peut avoir aussi des ports de signes distinctifs, que ce soit religieux, politiques, militants. Et donc, forcément, ça challenge les organisations. Et pourtant, cet intime est un tabou dans l'entreprise aujourd'hui. Là, c'est une étude d'Opinionway pour les Échos que l'on vous partage. Les salariés français sont à 51% à déclarer parler de politique avec leurs collègues. Et pourtant, 47% considéreraient que ces discussions risquaient de dégrader leur relation de travail. Donc, il y a ce risque-là qui est quand même présent. On en parle, mais on a un peu peur d'en parler et que ça puisse dégrader ces relations. Autre chiffre, 54% des salariés français déclaraient que les élections législatives de juin et de juillet 2024 ont provoqué davantage de discussions politiques avec leurs collègues en comparaison des scrutins passés. Donc en fait, on se rend compte que ça existe dans les entreprises, on ne peut pas le nier. Ça existe d'autant plus quand il y a des moments forts en termes politiques ou géopolitiques, même au point où nous en sommes aujourd'hui. Et donc, ça nourrit les discussions. Et pourtant, il y a cette crainte que ça puisse créer des frictions au sein des organisations. Et donc, c'est un vrai défi pour l'entreprise de se positionner sur ce sujet, puisqu'on a cette expression de plus en plus importante dans le monde du travail. Les entreprises, vous le savez, ne sont pas du tout hermétiques ni aux enjeux personnels, ni aux événements extérieurs de l'entreprise. Il y a une décomplexion des individus, avec cette expression des convictions, parfois sous un prisme identitaire. Et on a ce développement aussi des temps de convivialité des réseaux sociaux en dehors du bureau, qui ne sont pas à négliger, puisque finalement, certaines discussions ne sont pas forcément vues par le management dans les locaux, etc., mais en fait à l'extérieur. En parallèle de cela, on a une perte d'influence des syndicats qui, en quelque sorte, avaient ce rôle de cristallisation de ces différentes expressions, de ces différents enjeux, de ces attentes. Et là, effectivement, ils perdent en poids et donc on se retrouve avec des expressions qui viennent d'un petit peu partout. Et comme je vous le disais, l'influence des réseaux sociaux, là, on l'a remis 2 fois puisque c'est effectivement assez important sur ce sujet-là, surtout qu'il expose les entreprises, même de manière plus large encore en termes de réputation.
Et donc, une fois qu'on s'est dit ça, eh bien, quel est le cadre légal pour les entreprises? Donc, je vais laisser Barbara vous en parler. Mais avant ça, on a une petite activité à vous proposer, un petit quiz pour savoir où est-ce que vous vous situez sur ce sujet. Pour ce faire, nous allons vous proposer de rejoindre une activité sur Klaxoon. Alors, comment cela va fonctionner? Eh bien, si vous êtes sur votre téléphone, vous scannez le QR code. Et si vous êtes sur votre ordinateur, eh bien, vous allez sur app.klaxoon.com et vous écrivez le code suivant. Donc, tout en majuscule, FMPYT93. Donc, je regarde. Normalement, dans le chat, nous allons vous mettre le lien dans quelques instants. Et pour ceux qui seraient déjà connectés avec votre téléphone, eh bien, on attend quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte, et puis je vous présente les questions. Et surtout, vous n'hésitez pas. Alors, Flore, qui est de notre équipe, vous a mis le lien dans le chat. N'hésitez pas, si vous avez des petits problèmes techniques, à nous l'écrire dans le chat. Et moi, je vais changer l'écran pour vous partager les questions. Et je vais lancer l'activité. Donc, la première question. Dans une entreprise privée, un manager peut-il imposer la neutralité à son équipe et interdire toute expression politique ou religieuse? Alors naturellement, moi je suis là pour pour vous présenter les questions, mais si vous avez des interrogations, Barbara est là pour vous préciser les questions si besoin. Donc normalement, vous entrez dans l'activité et vous avez la possibilité de répondre très simplement sur cette question. Et nous aurons le résultat une fois que tout le monde aura répondu. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et à y répondre. Pour ceux qui auraient un éventuel problème technique, peut-être, n'hésitez pas à le dire en chat ou si jamais vous ne pouvez pas répondre via Klaxoon, eh bien, de nous répondre dans le chat directement. Alors, nous attendons encore 4 personnes restantes. On va attendre une petite minute, puis après on va y aller, puisque j'ai plusieurs questions pour vous. Alors, on va regarder ça ensemble. Donc, dans une entreprise privée, un manager peut-il imposer la neutralité à son équipe et interdire toute expression politique ou religieuse? Eh bien, vous aviez 3 possibilités et la majorité d'entre vous a eu raison. Donc, à 92% des répondants, oui, mais uniquement si cela est prévu par le règlement intérieur et repose sur un motif légitime lié à l'intérêt de l'entreprise. Donc, très bien. Très bonne réponse à la première question. Je continue avec la question suivante. Un salarié refuse de participer à un événement d'entreprise, after work, séminaire, car cela va à l'encontre de ses convictions personnelles. Peut-on l'y contraindre? Alors, je vous laisse le temps de répondre. Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore connectés, je vous remets rapidement le QR code et le lien de connexion. Donc, n'hésitez pas à vous connecter. Et je repars sur les questions. Alors, on attend encore quelques personnes. À votre décharge, les réponses proposées, il y en a 2 avec lesquelles on peut hésiter, c'est vrai. Est-ce qu'il y a un piège, Barbara, dans les réponses aux questions? Non, il n'y a pas de piège. Alors, on va regarder la réponse. Alors, eh bien, vous avez encore une majorité qui a eu raison. À 83% d'entre vous, vous avez répondu « Non, la participation à ce type d'événement ne peut pas être obligatoire ».
Oui, effectivement. Le salarié peut toujours refuser des éléments informels et d'ailleurs, il n'aurait même pas eu besoin de justifier son refus par un motif quelconque, par des convictions personnelles, un motif religieux, philosophique ou autre. La participation à ce type d'événement est tout à fait facultative. Et la seule exception, en réalité, c'est si le salarié par ses missions contractuelles, doit y assister, soit par exemple parce qu'il est en charge de l'organisation de ce type d'événement ou parce qu'il doit les animer, par exemple. Mais ça serait la seule exception. Entendu. Question suivante. Lors d'une réunion, un salarié exprime une opinion controversée sur un sujet d'actualité. Son employeur peut-il le sanctionner? Je vous laisse regarder les propositions. Encore une petite minute et on va regarder. Donc pour les dernières personnes qui hésitent, n'hésitez pas à nous envoyer votre réponse. Ok, on va regarder ça ensemble. Alors, eh bien, disons, on a vraiment des personnes embarquées sur le sujet. Donc, 92% d'entre vous ont eu la bonne réponse. Donc, non, tant que l'opinion n'est pas exprimée de manière diffamante, excessive ou injurieuse. Oui, effectivement, ça, on va y revenir après sur les limites à la liberté d'expression. La liberté d'expression l'usage de la liberté d'expression est abusif à partir du moment où on est diffamant, excessif, injurieux. En revanche, la controverse, la polémique, le désaccord, tout ça, ça fait partie de la liberté d'expression et n'est pas sanctionnable. Entendu. Dernière question pour vous. Un salarié refuse de signer un communiqué commun avec la direction. Commet-il une faute? Alors, en attendant les dernières réponses à la dernière question, Barbara, il y a une petite question dans le chat de Raïssa qui demande si c'est le cas. Alors, peut-être c'était sur la question encore précédente sur le séminaire et les after-work, je crois. Même sur le temps de travail et si le séminaire propose des activités pour travailler ensemble, par exemple. Alors effectivement, si c'est un séminaire qui a lieu dans le cadre du travail, parce que c'est un séminaire de travail, effectivement, la participation est obligatoire. Là, alors c'était peut-être ma question qui était mal posée, c'était vraiment un événement d'entreprise du type after work en dehors des heures de travail. Entendu. Alors, sur la dernière question, eh bien, vous êtes encore une fois une majorité à avoir eu la bonne réponse. Donc, est-ce que le salarié commet une faute s'il refuse de signer un communiqué commun avec la direction? Eh bien, non. Effectivement, la liberté d'expression, elle implique aussi la liberté de se taire. Et le fait de demander à quelqu'un d'exprimer une opinion de surcroît publiquement qui n'est pas la sienne est une violation de la liberté d'expression de cette personne. Donc, ce n'est pas une faute de refuser de signer un communiqué. Très bien, très clair. Alors, on va repartir sur nos slides. En tout cas, pour ceux qui sont sur Klaxoon, ne vous déconnectez pas puisque nous aurons de nouveau des éléments. Voilà, une petite activité pour vous vers la fin. Alors, je reviens. Alors, Barbara, si tu souhaites nous expliquer tout ça un peu plus en détail. Tout à fait. La liberté d'expression, c'est une liberté qu'on appelle fondamentale. On entend par là que c'est une des libertés qui sont les plus importantes et qui relèvent en fait de la Constitution. Elle est prévue dans plusieurs textes, en réalité. Elle est prévue dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans la Convention européenne des droits de l'homme et dans d'autres préambules, d'autres textes, mais c'est dans ces deux-là, Déclaration des droits de l'homme et Convention européenne des droits de l'homme, qu'elle est exprimée le plus en détaillé.
La liberté d'expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire la liberté de pouvoir communiquer ses pensées, de pouvoir communiquer ses opinions et de pouvoir parler, écrire, imprimer librement ses opinions sans en être entravé. La liberté d'expression, donc, gardez bien en tête encore une fois que c'est une liberté qui est dite fondamentale. Donc, qui dit liberté fondamentale dit que toute entrave qu'on apporte à cette liberté va être considérée comme particulièrement grave également. Le Code du travail contient un article spécifique qui interdit à l'employeur d'apporter des restrictions aux libertés individuelles, sauf à ce que ces restrictions soient premièrement justifiées par la nature de la tâche à accomplir et deuxièmement proportionnées au but recherché. Ça, c'est 2 critères sur lesquels on va revenir parce qu'ils sont fondamentaux et c'est uniquement sur si ces 2 critères sont retenus qu'on va considérer que la restriction est justifiée. Donc, la liberté d'expression, liberté fondamentale, est couverte par cet article du Code du travail. On ne peut apporter de limite à la liberté d'expression que si elle est proportionnée et justifiée. On a un troisième critère pour la liberté d'expression qui est de ne pas créer de discrimination. Et ça, c'est le critère sur lequel on a eu le plus de débats judiciaires sur les 10 dernières années, et des débats qui sont remontés, y compris jusqu'à la Cour de justice de l'Union européenne, qui a établi un espèce de cadre de ce qui peut être apporté comme type de restriction ou pas. Donc, cet élément, l'absence de discrimination, il suppose que l'interdiction, la restriction qu'on apporte à la liberté d'expression, elle soit générale et indifférenciée. C'est-à-dire qu'elle doit toucher toute expression, qu'elle soit politique, religieuse, philosophique, militante, tout. On ne peut pas uniquement interdire l'expression d'une seule opinion ou d'un seul des items. Un exemple pratique, par rapport à ça, il y avait eu un débat fin des années 2010 sur la possibilité pour un employeur d'interdire des signes ostentatoires d'opinion ou de religion. Cette question a remonté à la Cour de justice de l'Union européenne et en 2021, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé qu'on ne pouvait pas interdire, en tout cas une entreprise privée ne pouvait pas interdire le port de signes ostentatoires ou de grande taille parce que cette interdiction, en réalité, aboutissait à ne viser que certaines religions, que certaines opinions et à tolérer d'autres. Et donc, le critère d'interdiction générale et indifférenciée n'était plus respecté. Dit autrement, la Cour de justice de l'Union européenne autorise une interdiction qui serait l'interdiction de signes, sans préciser ostentatoire de grande taille, et l'expression de conviction religieuse, philosophique de manière générale, mais n'autorise pas qu'on interdise les seuls signes ostentatoires. Deuxième critère qui a été aussi posé par la Cour de justice de l'Union européenne, alors là on est entre 2017 et 2021, c'est toute la réflexion sur la théorie et la pratique. C'est-à-dire que la CJUE considère que c'est pas parce qu'une règle sur le papier, en théorie, apparaît comme étant une interdiction générale indifférenciée, qu'en pratique, elle va être valable. C'est-à-dire que la Cour de justice demande à ce qu'on vérifie, premièrement, le libellé de l'interdiction et deuxièmement, la manière dont c'est mis en pratique. Parce que si la mise en pratique de la restriction à la liberté d'expression, in fine, n'aboutit à ce que seules certaines opinions soient interdites, alors dans ce cas, on retombe sur une discrimination et la restriction redevient, illégale. Voilà pour l'interdiction générale indifférenciée. Ça, c'est vraiment un élément sur lequel il faut porter énormément d'attention quand on réfléchit à une politique de restriction de la liberté d'expression au travail. C'est vraiment un élément sur lequel il faut se pencher très précisément pour éviter toute forme de discrimination. Deuxième critère de validité de la restriction à la liberté d'expression, c'est le caractère de justification. Donc ça, c'est le critère qui résulte directement de l'article du Code du travail qu'on a vu à l'instant.
C'est-à-dire que l'interdiction, elle doit être justifiée soit par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux, soit par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. Alors, l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux, on peut penser par exemple à tout ce qui est sécurité, par exemple des entreprises qui vont intervenir dans des zones qui sont dans des zones du monde qui sont particulièrement à risque, etc. Et interdire pour ces besoins de sécurité le fait d'émettre des convictions ou des opinions qui mettraient directement en risque, par exemple, ses collègues, ses partenaires ou soi-même. Ça, c'est pour la première justification. Ce n'est pas les cas les plus fréquents, très honnêtement, mais c'est des cas qui sont envisageables. En fait, c'est le deuxième critère, le bon fonctionnement de l'entreprise, qui est le plus couramment utilisé comme justification. Et ce critère a aussi donné lieu à des débats assez intenses sur où placer le curseur d'un intérêt de l'entreprise suffisant à restreindre la liberté d'expression. C'est encore une fois la Cour de justice de l'Union européenne qui a répondu la première à cette question et qui a établi la notion d'exigence professionnelle essentielle et déterminante. C'est-à-dire que le bon fonctionnement de l'entreprise, cette justification n'est possible que si on démontre une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Et ça doit renvoyer, selon la Cour de justice de l'Union européenne, à une exigence objectivement dictée par la nature ou les conditions d'exercice de l'activité professionnelle en cause. Donc, c'est-à-dire que ça exclut la volonté de l'entreprise, la seule volonté de l'entreprise d'établir une charte neutralité, par exemple. Cette volonté-là ne constitue pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante. Cette notion de bon fonctionnement de l'entreprise, elle a aussi été scrutée par la Cour de cassation, donc, qui est notre cour nationale. Et donc, la Cour de cassation considère que le bon fonctionnement de l'entreprise, ça ne peut pas correspondre à simplement des considérations subjectives, comme la volonté de l'employeur de tenir compte des souhaits particuliers d'un client. Donc ça, c'était par exemple la question de est-ce que l'entreprise peut sanctionner un salarié qui porte des signes visibles, soit politiques ou soit religieux. Est-ce qu'on peut sanctionner ce salarié si le client pour qui travaille ce salarié se plaint de cette manifestation de ses opinions? Donc, pour la Cour de cassation, la réponse est non. Et plus récemment, la Cour de cassation a également jugé que le bon fonctionnement de l'entreprise, ça ne peut pas résulter simplement de l'attente alléguée des clients sur l'apparence physique des vendeurs et des vendeuses. Donc ça, c'était un arrêt qui a intéressé un magasin bien connu de vente de vêtements et qui avait licencié une salariée qui portait le voile au motif que les clients supposément attendaient de la part des vendeuses une apparence qui soit neutre politiquement et religieusement. La Cour de cassation considère que ça n'est pas une justification objective et que ce n'est pas, en tout cas, suffisant à justifier une restriction de la liberté d'expression. Donc, vous allez me dire quand est-ce qu'on peut parler d'une restriction justifiée. En fait, la plupart des exemples qu'on a, ça va toucher à des raisons de santé, sécurité, hygiène. La plupart des clauses d'interdiction de port de signes, que ce soit religieux, politiques, militants, etc., la plupart du temps sont validées pour des raisons, encore une fois, hygiène et santé. Donc, ça va être par exemple dans le milieu médical, en cuisine, quand il y a par exemple des charlottes, des gants à porter, ou des uniformes qui ne supportent pas d'avoir des objets en plus pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Ou alors, ça va être des entreprises qui, par leur activité, vont être bien fondées à demander une obligation de neutralité. On pense par exemple à tout ce qui est dans le secteur de la petite enfance, que ce soit les crèches, l'enseignement privé éventuellement, ou alors des entreprises qui sont considérées comme d'opinion ou des entreprises qui doivent avoir une neutralité, encore une fois, pour la sécurité de leurs salariés. Et troisième critère, l'interdiction doit être proportionnée. Donc ça, c'est le troisième élément
le dernier élément qui résulte de l'article du Code du travail qu'on a vu juste avant. L'idée, c'est de dire que c'est pas parce que l'entreprise peut, sur certaines de ses positions, sur certains de ses postes, avoir un intérêt à restreindre la liberté d'expression, qu'elle peut restreindre la liberté d'expression de l'ensemble de ses salariés. Donc ce critère de proportionnalité impose de réserver la restriction uniquement aux salariés qui sont concernés par l'interdiction justifiée et générale. On peut passer à la suivante. Oui. Donc là, on a vu dans quelle mesure on pouvait restreindre, c'est-à-dire encadrer la liberté d'expression ab initio. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on peut considérer que l'exercice de la liberté d'expression est abusif. Donc, quand est-ce qu'on peut sanctionner un salarié pour ce qu'il a dit ou exprimé. En réalité, les seules exceptions sont celles qui sont sur cette slide, c'est-à-dire la première d'entre eux, c'est les propos qui sont par nature abusifs. Et l'abus, il est uniquement constaté dans 3 situations. C'est le propos injurieux, le propos diffamatoire ou le propos excessif. Encore une fois, ce que je vous disais pendant les réponses au quiz, c'est la seule limite à la liberté d'expression, le seul critère, le seul moment où on peut reconnaître un abus, c'est un de ces 3 cas-là, injure, diffamation ou propos excessifs. Tout le reste est toléré. Tout le reste rentre dans la liberté d'expression, y compris la polémique, y compris le désaccord, y compris la controverse. La deuxième limite qui peut être envisagée, c'est l'obligation de confidentialité. Un salarié qui est soumis à une obligation de confidentialité contractuelle par le fait de ses fonctions commet un abus quand il s'exprime en violation de cette obligation de confidentialité. Un exemple à ça, par exemple, ça avait été au début, environ 5 ans, vers 2020-2021, une salariée d'une entreprise de mode très connue qui était en charge de la réalisation des collections et qui avait posté sur son mur Facebook des photos des salles d'essayage avec donc, cette nouvelle collection qui par nature était confidentielle, et elle était tenue à une obligation de confidentialité, et qui donc l'avait posté sur son mur Facebook. Et elle disait que c'était sa liberté d'expression que de poster des photos sur son Facebook qui était privé. Et l'entreprise disait que c'était une violation de son obligation de confidentialité. Et pour le coup, la Cour de cassation a donné raison à l'entreprise. Effectivement, le fait de violer une obligation de confidentialité ne peut pas être expliqué par l'usage de la liberté d'expression. C'est un abus. Attention, quand vous vous demandez si vous pouvez constater un abus de la liberté d'expression, il y a un critère qui est primordial à prendre en compte, c'est celui de la publicité. L'abus va être plus difficilement reconnu quand les propos sont tenus dans un cadre restreint ou dans un cadre privé. Et il va être, à l'inverse, plus facilement retenu à partir du moment où les propos sont tenus dans un espace public ou en présence d'énormément de monde, que ce soit à l'oral ou, par exemple, sur un réseau social public. Ce critère public-privé, il est aussi primordial à prendre en compte sur justement les réseaux sociaux, puisque la Cour de cassation opère clairement une distinction entre les propos privés du salarié, qui sont considérés comme privés à partir du moment où ils sont tenus sur un réseau social privé du salarié. Privé s'entend réseau social non ouvert au public, mais uniquement accessible à ses connaissances. Versus un réseau social qui va être public, c'est-à-dire dont les publications vont être visibles sans avoir été préalablement acceptées comme amis ou comme faisant partie du réseau du salarié. Donc tout ce qui est dans la sphère privée, par principe, c'est non sanctionnable, et tout ce qui est public, ça fait partie de ce qui peut être sanctionnable si par ailleurs on constate l'un des abus qu'on a vu à l'instant. Barbara, j'ai quelques questions pour toi. Oui. Donc alors, la première question de Joël, est-ce que le port d'un uniforme peut engendrer
ce type de restriction? Alors, oui et non. Le port d'un uniforme, il peut être rendu obligatoire par l'employeur. Il peut y avoir des considérations de sécurité qui interdisent tout ajout à cet uniforme. C'est le cas, par exemple, encore une fois, dans le milieu médical. Ça peut aussi être le cas dans le milieu en restauration, enfin en cuisine, par exemple, pour des raisons de santé, hygiène et sécurité. Mais pour le reste, les adjonctions aux uniformes, à partir du moment où elles respectent l'uniforme, ça c'est encore ça donne lieu à un débat très intense encore. C'est plutôt accepté. On a eu cet arrêt Air France récemment où la société avait reproché à un de ses stewards d'avoir une coupe de cheveux qui n'était pas homologuée dans le manuel de présentation Air France. Ça a un contentieux qui a duré 10 ans. Et finalement, c'est le salarié qui a eu gain de cause et la Cour de cassation a estimé qu'on ne pouvait pas interdire une coupe de cheveux particulière à un homme. Ce serait discriminatoire, d'autant que la même coupe de cheveux était autorisée pour les femmes, même si on peut par ailleurs lui imposer le port d'un uniforme. J'ai d'autres questions. Peut-être qu'on peut, pour être maîtresse du temps, avoir des réponses et des questions courtes. Donc, alors, j'ai 2 questions sur la définition du propos excessif. Alors, je ne sais pas si tu peux répondre de manière courte. C'est du cas par cas. Et c'est ça qui est le plus compliqué. Excessif, c'est par exemple le salarié qui fait des reproches continus à ses collègues, c'était cet arrêt RATP où le salarié menaçait tout le monde de poursuites judiciaires à tous azimuts. Pour le dire simplement, saoulait tout le monde, mais en permanence. Ça a été considéré comme étant excessif par la répétition. Pas forcément par le contenu, mais par la répétition. Donc ce critère excessif, c'est vrai que c'est celui qui est le plus difficilement définissable, mais ça renvoie à cette forme qui dépasse les bornes réellement. Pas seulement la controverse et de la polémique, mais qui est vraiment excessif. Une autre question sur s'il y a un ou une vendeur-vendeuse dans un magasin, par exemple d'alimentation, est-ce que cette personne pourrait porter un t-shirt avec un logo d'un parti politique sans qu'on puisse le ou la restreindre? Oui, effectivement. Alors à ceci près que parfois il y a des uniformes à porter, mais sans ça, oui. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs arrêts sur des chaînes de grande distribution sur justement le fait que leur bon fonctionnement ne justifie pas d'avoir des clauses de neutralité. Autre chose aussi, une ou un RH qui publie son soutien politique sur un réseau comme LinkedIn, est-ce que ça peut être sanctionné? Alors, par principe, non, c'est de la liberté d'expression. Maintenant, il y a toujours des zones grises, c'est-à-dire le réseau LinkedIn, est-ce qu'il est public? Est-ce que le réseau LinkedIn montre sa fonction? Est-ce qu'elle s'exprime est-ce qu'elle laisse à penser qu'elle s'exprime pour l'entreprise et non pas pour son compte en prenant ces positions-là. Tout ça, c'est des questions qui vont être mises dans la balance pour le jugement final. Ça, on est typiquement sur ce qui n'est pas encore totalement résolu par la Cour de cassation. Vous m'auriez dit Facebook privé, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais. Non, on ne peut rien faire. Ah bah là, j'ai une autre modalité pour toi, propos sexistes, mais dans un groupe privé, mais professionnel, comme un WhatsApp. Alors, un arrêt récent là-dessus qui a touché la CPAM, qui impliquait la CPAM. Non, si c'est des propos privés, on ne peut pas on ne peut pas sanctionner un abus à la liberté d'expression puisqu'on est par définition hors contrat de travail. Et la seule manière de reprocher ça aux salariés, c'est sous l'angle du fonctionnement de l'entreprise, c'est-à-dire de l'atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, prouver le préjudice né pour l'employeur de ces propos-là. Entendu. On continue. Alors, je te laisse poursuivre. Je voulais juste, je vais être très rapide, attirer votre attention sur, et c'est ce que tu disais, Tiffaine, tout à l'heure, sur la nouvelle place qu'a l'expression de besoins individuels, de prise en compte des besoins personnels. On a depuis quelques années ce droit qui a été consacré par le Code du travail, qui est le droit à l'expression directe et collective, c'est-à-dire le droit qui est reconnu aux salariés de s'exprimer eux-mêmes et directement collectivement sur leurs conditions de travail et sur leurs revendications. Et ça
bénéficient d'une protection particulière, en plus de la liberté d'expression, qui est définie maintenant par le Code du travail et qui protège toutes les opinions des salariés qui sont exprimées dans le cadre de cette expression directe et collective. Entendu. Il me semble qu'il y a quelques bonnes pratiques qu'on souhaitait vous partager, dont certaines qui viennent de l'expérience de Barbara et d'autres qui nous viennent d'échanges que nous avons pu avoir avec un de nos partenaires de longue durée, Convivencia Conseil. Voilà. Donc, en voici quelques-unes. Donc, la première, c'est de ne pas faire justement des convictions personnelles un tabou au travail et vraiment de travailler sur ce sujet, alors que ce soit avec un cabinet expert, juridique aussi éventuellement, mais en tout cas, comme vous l'avez compris, c'est présent, c'est déjà là, donc il faut commencer à travailler sur le sujet. Ne pas oublier aussi qu'en tant que RH, si jamais vous l'êtes, ou à minima en tant que manager, vous pouvez aussi avoir vos propres convictions, vos propres biais, donc de faire vraiment attention à ça et à bien déconstruire vos a priori. De garder aussi un réseau local pour faire remonter les premiers signaux faibles. Comme on le disait, effectivement, les syndicats sont plus ou moins encore puissants en fonction des secteurs, en fonction des entreprises. Donc vraiment d'avoir votre réseau pour faire remonter les signes et prendre plusieurs précautions par la suite, d'inviter la personne concernée à la discussion et de ne pas la convoquer pour toujours être dans le dialogue, ne pas intervenir seul pour être sûr justement d'éviter les propres biais et être sûr d'être accompagné, et de rappeler le droit de liberté d'expression et les règles qui l'encadrent. Aussi faire la distinction entre la manifestation de convictions personnelles dans le privé et sur le lieu de travail. Ouais, ça c'est vraiment le cœur aujourd'hui des débats et c'est vraiment le gros du contentieux, c'est vraiment cette distinction entre le milieu privé et le milieu professionnel. Et là-dessus, on a toute une panoplie de situations sur lesquelles on est encore en train d'essayer de rattacher à l'un ou à l'autre. Par exemple, un groupe WhatsApp, mais que entre collègues. Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est professionnel? Un groupe Facebook qui va rassembler, par exemple, des anciens camarades où ils vont parler de travail, mais aussi de privé. Est-ce que c'est privé ou est-ce que c'est professionnel? Et là, c'est vrai qu'on est dans une zone grise de est-ce que l'endroit où se sont tenues l'expression de ces opinions est rattachable à la sphère professionnelle ou pas? Est-ce que c'est sanctionnable ou pas? Entendu. Dernière slide avec quelques bonnes pratiques. Outiller les managers de proximité. Alors ça, c'est notre marotte côté Great Place to Work aussi, de vraiment avoir ce relais, de les former à la communication, les accompagner aussi dans la remontée des besoins individuels, que ce soit les leurs, que ce soit ceux de leurs collaborateurs. De mettre en place aussi des groupes de parole internes pour permettre l'expression de ces sujets dans un temps dédié avec un cadre. Alors, je vois le temps passer, donc oui. Peut-être, si pour ceux que cela intéresserait, qui serait très rapide sur Klaxoon, je peux vous partager donc normalement d'ailleurs l'activité est ouverte pour nous faire remonter vos actions, vos pratiques actuelles. C'est assez simple, hein, c'est un post-it électronique. Donc, une fois que vous y êtes, vous avez un gros plus, vous cliquez dessus, ça va vous faire un post-it électronique et vous nous partagez vos différentes pratiques. Pour ceux qui ne seraient pas encore sur Klaxoon, mettez-les en chat. Ça nous intéresse avec Barbara de savoir ce que vous faites chez vous, ce que vous comptez faire aussi, peut-être grâce à cette petite inspiration qu'on a essayé de vous apporter aujourd'hui. Donc, on vous laisse y répondre. Peut-être une dernière question que j'avais repérée aussi, c'est Barbara, tu parlais de sanctions auprès de collaborateurs si jamais… En train d'avoir, oui, un avertissement est une sanction, ça fait partie des sanctions disciplinaires. Avertissement, blâme, mutation disciplinaire, rétrogradation disciplinaire, licenciement. Tout ça, ce sont des sanctions. Mise à pied aussi. Entendu. Je vais rapidement sur le Klaxoon et je vous le partage. Merci pour ceux qui sont encore là. On a encore 2 minutes. Voilà, donc si jamais, si vous voulez nous expliquer cela, ce serait avec grand intérêt. Si vous pouvez mettre peut-être, alors je vais regarder les couleurs qui sont à disposition, en vert ce que vous faites déjà et peut-être en rouge ce que vous ne faites pas encore. Et voilà, ça nous donnera une petite idée. En tout cas, pour l'instant, nous avons la sensibilisation aux microagressions qu'une entreprise a mis en place, ou en tout cas un des intervenants d'aujourd'hui. Nous avons la formation interne, nous avons aussi la communication aux salariés du cadre légal.
Alors, je vous laisse la dernière minute de ce webinaire. Exemple des... Alors, on a exemplarité des dirigeants, à la fois pour se conformer au cadre légal et pour inciter une libre expression maximale. En tout cas, le temps que vous nous envoyez toutes vos idées, sachez que naturellement, le support sera téléchargeable à la fin, ainsi que l'enregistrement du webinaire. Nous allons vous mettre dans le chat un petit peu de bibliographie. Donc, des liens vers les différents articles que nous avons coécrits avec certains partenaires. Je parlais de Convivencia Conseil, je parlais du Boson Project. Voilà, donc il y a d'autres souhaiter continuer ce travail sur ce sujet. Voilà. Et si vous avez des questions, si vous voulez rentrer en contact avec l'une d'entre nous, n'hésitez pas. Nos coordonnées sont sur le document qui vous sera transmis. Voilà. Et puis sinon, on est sur LinkedIn, si jamais vous avez envie de discuter. Je regarde les différents post-it qui nous restent. Nous avons attention au verbatim dans les enquêtes internes, souvent porteurs de signaux faibles sur ces sujets. Former des témoins pour qu'ils ne restent pas silencieux face à une parole intolérante. Et aussi un guide sur la gestion du fait religieux avec des positions claires. Écoutez, merci à vous. Il est 16, donc merci pour cette minute de patience. En tout cas, j'étais ravie, on était ravis de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir partager sur ce sujet structurant. Et puis voilà, on vous souhaite une excellente journée. Merci à vous. Au revoir.